Et tu as tout à fait raison de dire, faut pas. Je disais que la rentabilité, c'est normal qu'un promoteur ça. Il y a de très bons promoteurs, j'en suis tout à fait conscient. Ce n'était pas une accusation générale, c'était un système. Par contre, à mon avis, la vraie solution, c'est quoi? C'est que vous avez des prix extrêmement élevés en région parisienne. Bien sûr. C'est le cas en province. C'est pour ça que je vous disais que l'aménagement du territoire est fondamental. On est Mais en train de créer une pression dingue sur cette région avec des prix à Paris astronomiques. Bon, on retrouve ça à Londres, ok? Et pourquoi? Parce qu'il y a une concentration d'activités de vente. Et je pense que là, avec le télétravail, avec les nouvelles méthodes, on peut avoir des prix du foncier plus raisonnables parce qu'effectivement, je parlais de prendre de façon un peu globalisante et trop facile, je suis tout à fait d'accord, mais pour résoudre ça, il faut aussi que le prix des fonciers soit moins cher. Et aujourd'hui, quand vous avez une parcelle disponible dans ma ville, les prix sont délirants. Et comme on sait qu'il y a une concurrence, les gens veulent construire dans ma ville, il y a une concurrence effrénée, et donc les prix montent très haut. Et ça, on n'arrivera pas à résoudre cette question. Il faut donc penser autrement cet équilibre. C'est toujours une question de demande et d'offre. C'est toujours la même On va chose. peut-être laisser la parole un peu à Catherine Jacot, qui a, je crois, des choses à… oui, je voulais vraiment rebondir parce que, en fait, tu parles de prix de la construction. Je crois que c'est, comme le dit François de Mazières, d'abord des prix du foncier qui sont problématiques. D'abord les prix du foncier. Et prix du foncier, c'est valeur des sols. Et valeur des sols, c'est aménagement du territoire. Il faut, enfin, toute cette chaîne, tout ce process de construction de la ville commence d'abord, me semble-t-il, par les sols et l'aménagement du territoire en premier lieu. Et moi, je voulais aborder cette idée d'aménagement du territoire. Je trouve que le Covid cette crise de l'épidémie met bien en avant la nécessité d'une nouvelle hybridation des fonctions. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une logique économique qui nous a conduit à une hyperspécialisation de l'assignation des sols, à un zonage, à une concentration à la fois du résidentiel, des lieux de travail, etc., qui est très, très marquée en France. Ce n'est pas le cas dans toute l'Europe, en tout cas, ce n'est pas le cas en Europe de l'Est, par exemple, ou même en Allemagne, et que le fait de la distanciation physique a contraint la plupart d'entre nous à rester chez soi pour y travailler. Et donc, ça a posé, comme l'a dit Manuel, la question du logement, mais ça pose aussi la question, me semble-t-il, des lieux du travail. Et nous devons peut-être repenser cette relation habitat-travail d'une façon plus radicale. On parlait déjà beaucoup de mixité sociale, de mixité fonctionnelle. Je pense qu'elle en est encore vraiment qu'à ses balbutiements et qu'il faut vraiment que nous repensions cette relation habitat-travail avec une logique tout à fait différente. L'habitat, les lieux du travail, par leur disposition sur le territoire, n'est en rien dû au hasard, répond à des logiques économiques, sociales, culturelles, qui engendrent aussi des déplacements totalement considérables que la transition écologique remet à juste titre tout à fait en question et que notre immobilité actuelle interroge. Il faut savoir qu'en Île-de-France, là, chaque Parisien, chaque habitant, citoyen d'Île-de-France a gagné 1 heure, 2 heures, voire même plus par jour avec cette immobilité contrainte. Et c'est une question de santé publique, c'est une question de santé, c'est une question d'environnement. Et tout ça vient aussi, je crois, à la représentation collective que nous avons de cette séparation vie privée, travail, qui est, à mon avis, beaucoup trop actée, en fait. Et donc, c'est un problème culturel aussi. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question donc, que Raphaël nous avait fait remonter, là, de savoir que je comprends pas bien le sens de la question, mais qui évoque donc la construction de ce nouveau métro, le Grand Paris Express, avec des pôles mixtes autour des gares.
Donc, si je comprends bien, c'est qu'en fait, on va reproduire, si je comprends la question qui est posée, on va reproduire en fait autour de ces gares, ces futures gares du Grand Paris Express, le même modèle qu'on avait fait un peu auparavant. Je ne sais pas si c'est bien le sens de la question. Et dont les gens potentiellement ne voudraient plus, ne voudraient pas. Oui. Alors, bon, en fait, en France, on a deux grands modèles des lieux du travail. On a le quartier d'affaires, si je puis dire, avec ces tours de bureaux qui sont quand même très valorisés, avec une architecture très, très typée, extrêmement normée, au moins aussi normée que le logement, sinon plus, avec des critères. Alors, on est arrivé à ces normes parce qu'il y a des critères de rentabilité de surface, etc., de distribution, qui sont très importantes, avec une architecture où le verre est complètement le matériau roi, si je puis dire, et on a un deuxième modèle qui est la zone d'activité. Alors, la zone d'activité où se concentrent les activités, disons, plus productives, plus stratégiques. Et alors, la zone d'activité, alors c'est vraiment la caricature du zonage de l'urbanisme français, à la sortie de l'autoroute souvent, et avec une architecture extrêmement appauvrie, très très pauvre, où là, au contraire, on est sur un matériau, le métal, dans ses formes les plus simples, si je puis dire, et qui fabrique nos fameuses entrées de ville aussi, avec l'architecture commerciale. Donc, on a ces deux modèles avec un retour, je dirais, centripète pour les quartiers tertiaires qui se concentrent, eux, quand même dans des zones assez valorisées, urbanisées, et puis un caractère centrifuge et ça c'est tout à fait, avéré par les chiffres, un caractère centrifuge des zones d'activité qui, elles, se dispersent selon une logique de développement qui est liée notamment au coût du foncier, et que le tout automobile a permis de rendre totalement déconnecté de la position de l'habitat. Il faut bien voir que les lieux du travail, l'habitat, ont eu un développement tout à fait autonome, décorrélé, grâce à la facilité que donne le déplacement automobile. Et c'était le modèle d'avant, c'est le modèle qui prévalait avant. Maintenant, on va vers quelque chose C'est le modèle qui prévalait avant, mais qui continue de prévaloir malgré tout de façon encore, même si bien sûr rien. Enfin, je ne pense pas que la crise nous ait donné tout d'un coup des idées nouvelles, absolument révolutionnaires. Tout cela existe déjà, Néanmoins, il faut au moins que cette crise, nous révèle et nous fasse peut-être ressentir la nécessité d'accélérer un certain nombre d'idées qui étaient déjà en germe, en aménagement du territoire. Mais il faut bien savoir que c'est très très compliqué cette hybridation des fonctions. Et si je vois bien que dans certains pays à l'est de l'Europe, par exemple, ou même dans l'histoire de l'architecture, où on a eu une magnifique architecture industrielle qui était très très valorisée, qui était dans les milieux urbains. Et alors, au nom du bruit, le fait qu'un certain travail est devenu sale, etc., on les a exportés et on les a dispersés, on les a éloignés. Mais je pense qu'il y a toute une représentation collective, culturelle du lieu de travail qui doit être modifiée et qui aidera à cette hybridation des fonctions. Et la technologie aide parce que il est bien évident que les usines, les entreprises productives sont beaucoup moins bruyantes, sales qu'elle était auparavant. Et je trouve aussi que cette crise remet en valeur des aspects, des fonctions, des travaux qui sont des fonctions d'entretien, de maintenance, de service, de nécessités qui sont nécessaires pour le soin des habitants, pour le soin des sols, pour nous alimenter, etc., qui ont été quand même extrêmement dévalorisés au fur et à mesure, depuis les années 60, au détriment des activités tertiaires qui, elles, étaient très, très valorisées. Alors, ça a plein de conséquences, cette hybridation des fonctions, parce que ça veut aussi dire que les lieux de travail, avec des bureaux qui sont déjà très inoccupés, vont devenir peut-être des surfaces
qui ne seront plus occupés, qu'il faudra transformer. Ça pose la question effectivement de la flexibilité, enfin de la possibilité de transformation des bâtiments, avec la transformation aussi. Merci Catherine, on va peut-être laisser. Voilà, allez-y. En fait, Catherine, c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est la résilience qui est importante et dans l'avenir, ça va être la résilience. C'est impossible de programmer une ville. Je pense que c'est le mauvais passé des zonages justement qu'on a subi l'urbanisme pendant un certain temps, en fait, est fait que en fait, on a vu les limites. La résilience du territoire est la seule réponse aujourd'hui possible parce qu'en fait, on voit bien que des épisodes comme une crise qu'on vient de vivre ou une prochaine qui sera peut-être de notre nature fait qu'on doit être résilient très rapidement. Donc, si la construction aujourd'hui est flexible, comme tu le dis, si le système constructif permet aussi cette résilience-là et que la destination des lieux il peut être changée très rapidement avec peu de moyens, en fait, on a une grande réponse à la fois aux logements trop petits, à la fois aux bureaux qui ne sont inoccupés, à la fois aux des équipements manquants. En fait, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je crois encore à une capacité un tout petit peu d'anticiper. Je pense qu'il faut laisser l'inattendu se produire, mais anticiper, ça me paraît quand même important. Je pense que... Oui, mais c'est sur les moyens. Justement, je suis d'accord, sur les moyens. Et je pense que... Alors, je suis moins pessimiste que Catherine, peut-être trop optimiste, mais je pense qu'on commence à parler de plus en plus de villes polycentriques. Le problème, par exemple, si on parle du Grand Paris par rapport à d'autres métropoles, c'est une métropole qui ne fonctionne qu'avec son cœur, qui est un peu le centre parisien. Alors, évidemment, il y a un début de polycentrisme qui se met en place, mais il n'est largement pas assez poussé. Et je pense que c'est la survie, parce que quand on dit aujourd'hui il faut mettre tout le monde à vélo, mais on oublie effectivement, comme disait Catherine, qu'il y a beaucoup de métropolitains qui passent 2 heures dans les transports, ils ne vont pas faire pour autant 3 heures de vélo. Donc la survie, le futur d'une métropole, c'est d'être profondément polycentrique. Et ça n'est pas de travailler uniquement sur une hybridation logement-bureau, c'est aussi de travailler sur du symbolique, c'est de ramener des projets culturels. Je reconnais que moi, c'est un peu mon leitmotiv. Je pense qu'une ville, elle est faite d'une forte hybridation logement-bureau, mais ce qui fait que des quartiers franciliens n'ont pas encore acquis une âme, c'est qu'il n'y a pas de projet culturel, c'est qu'il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de grands équipements. Et je pense que la ville polycentrique, c'est une ville où il y a vraiment des cœurs battants qui doivent être aussi intenses que, par exemple, si on parle de la métropole parisienne, que Paris intramuros. Et c'est ça qui va finalement permettre, par effet boule de neige, d'avoir plus recours au vélo, parce que les distances seront limitées, à la fois entre lieu de travail et le lieu d'habitation, mais aussi par rapport aux courses, par rapport aux loisirs, par rapport à la culture. Donc, le polycentrisme, il doit être travaillé profondément et je pense qu'il faut le forcer.